Aujourd'hui, le travail serait abattu sur l'étude d'une fonction comportant ln. C'est-à-dire, nous allons étudier cette fonction comportant ln et nous allons tracer sa courbe représentative. Maintenant, sous les notions préliminaires, si on veut étudier l'étude d'une fonction, maintenant le plan synoptique à respecter, d'abord nous allons pouvoir déterminer son ensemble de définitions. Après, on détermine les limites au bord de cette fonction, on dérive la fonction, on essaie de déterminer le signe de la dérivée de cette fonction pour en déduire le sens de variation de cette fonction. Et ensuite, nous allons tracer le tableau de variation de cette fonction. De là maintenant, nous allons aller sur l'étape suivante, la construction de la courbe représentative de cette fonction. Maintenant, la première étape, on essaie de déterminer son ensemble de définitions. Ensemble de définition de f, ici. Df, on va dire quel que soit x appartenant à R, puisque l'argument de cette fonction ln contient de la valeur absolue, maintenant son argument doit être différent de 0. Si par exemple nous avons ln de u, maintenant, si on veut déterminer son ensemble de définitions, donc l'argument U, lui, doit être supérieur à 0. Maintenant, si nous sommes avec cette forme, ln de U, ln de la valeur absolue de U, là maintenant, ici, U doit être différent de 0. Donc, si l'argument contient de la valeur absolue, celui-ci doit être différent de 0. Maintenant, s'il n'y a pas de valeur absolue au niveau de son argument doit être supérieur à 0. OK? Ici, nous avons la fonction f de f qui est définie par f de x égale à ln de x, valeur absolue de x divisé par x moins 1. Ici, si on veut déterminer son ensemble de définitions, x divisé par x moins 1 doit être différent de 0. Mais puisque son argument est une fraction, et la condition d'existence d'une fraction, il faudrait que son dénominateur soit différent de 0. C'est-à-dire, on va dire x moins 1 différent de 0. Maintenant, pour qu'une fraction soit différente de 0, il faudrait que son numérateur soit différent de 0. Ici, par exemple, nous avons x différent de 0. Et ici, nous avons x différent de 1. Donc, nous avons deux valeurs à éviter. Notamment, nous avons 0 à éviter et 1 à éviter. Donc, par conséquent, le domaine de définition de cette fonction, nous avons R privé de 0 et de 1. Sous forme d'intervalle, nous sommes sur l'intervalle de moins infini à 0, union de 0 à 1, union de 1 à plus infini. Voilà l'ensemble de définitions de cette fonction. F de x qui est égal à ln, valeur absolue de x divisé par x moins 1. Sa condition d'existence, il faudrait que R soit privé de 0 et de 1. Autrement dit, il faudrait que nous soyons sur l'intervalle de moins infini à 0, union de 0 à 1, union de 1 à plus infini. Ça, c'est l'ensemble de définitions de cette fonction comportant ln. Après cette étape, nous allons déterminer les limites au bord de cette fonction. Alors ici, nous avons les limites au bord. Bien. En train de se débarrasser de la valeur absolue, on va calculer la limite à l'infini de cette fonction. On a limite de f de x lorsque x tend vers plus ou moins infini. Ça serait égal à la limite lorsque x tend vers plus ou moins infini de ln. On s'intéresse au nombre de plus haut degré. Si on veut calculer la limite à l'infini d'une fonction polynomiale, il suffit de calculer la limite à l'infini de son monombre de plus haut degré. Si on veut calculer la limite à l'infini d'une fonction rationnelle, il suffit de calculer la limite à l'infini du quotient du monombre du plus haut degré du numérateur par celui du dénominateur. Alors ici, nous avons limite de ln
ln, valeur absolue de x divisé par x. Parce qu'au numérateur ici, le monombre de plus haut degré, c'est x. Au dénominateur, le monombre de plus haut degré, c'est x moins 1, c'est x. Donc, si on simplifie les deux, finalement, il va rester 1. Nous avons la limite de ln, valeur absolue de 1, lorsque x tend vers plus ou moins infini. Et ln de 1, ici, ln de 1, lui, il est égal à 0, pour des valeurs à retenir. ln de 2, lui, il est égal à 0,7. ln de 3, lui, il est égal à 1,1. ln de 5, lui, il est égal à 1,6. Ça, c'est pour des valeurs à retenir. Quelques valeurs à retenir pour pouvoir étudier une fonction comportant ln. Maintenant, nous allons calculer la limite de cette fonction lorsque x tend vers 0. Nous avons limite de f de x lorsque x tend vers 0 serait égal à ln, valeur absolue de 0 divisé par 0 moins 1. Autrement dit, nous avons ln de 0. Or, ln de 0 est égal à moins infini. Ici, on va dire d'où la limite de f de x lorsque x tend vers 0, à gauche ou à droite, serait égal à qui? À moins infini. Maintenant, on calcule la limite de cette fonction en non. Nous avons limite de f de x lorsque x tend vers 1. Puisque x tend vers une valeur finie, il suffit de remplacer x par cette valeur finie dans l'expression littérale de la fonction donnée. Nous avons ln de 1 divisé par 1 moins 1. Ici, finalement, nous avons 1 sur 0. 1 sur 0, ça peut être égal à plus ou moins infini. Maintenant, en valeur absolue, lui, ça serait égal à plus infini. Parce que la valeur absolue d'un réel nous donne toujours un réel positif. Alors ici, nous avons ln de 1 divisé par 0. Donc là, finalement, nous avons ln de plus infini. Ln de plus infini égale à plus infini. On va dire d'où la limite de f de x lorsque x tend vers 1, que ce soit à gauche ou à droite, nous avons toujours plus infini. Voilà les limites au bord de cette fonction. Cette fonction qui est définie par f de x égale à ln, valeur absolue de x divisé par x moins 1. Après cette étape, nous allons dériver cette fonction. Nous avons la dérivée f' de f. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Ln de u dérivé égale à u dérivé sur u. OK? Donc ici, nous avons pour expression f de x égale à ln, valeur absolue de x divisé par x moins 1. Or, quelque part, ln de a sur b, lui, il est égal à ln de a moins ln de b. Donc, on décompose. Nous allons exploiter l'une des propriétés remarquables sur les fonctions comportant ln. Alors ici, nous avons f de x, lui, il est égal à ln, valeur absolue de x, moins ln, valeur absolue de x moins 1. OK? Puisque ln de u dérivé égale à u dérivé sur u. Donc, nous allons dériver les arguments. Cela va sans dire que f dérivé de x, lui, il est égal à qui? Dérivé de x. Nous avons dérivé de x divisé par x, moins dérivé de x moins 1 divisé par x moins 1. Donc, finalement, nous aurons f dérivé de x, lui, c'est égal à qui? À 1 divisé par x, moins dérivé de x, c'est 1. Dérivé de moins 1, lui, c'est 0. Dérivé d'une constante est toujours égal à 0. Nous avons toute une panoplie de formules à retenir sur les dérivés. Nous avons ici 1 divisé par x moins 1. De là, puisque nous avons la différence entre deux fonctions, on les rend au même dénom. Ici, x moins 1 multiplié par 1, nous avons x moins 1. Là, nous avons x multiplié par moins 1. Ça va nous donner moins x. Le tout divisé par
le produit des dénominateurs, nous avons x facteur de x moins 1. Donc si on simplifie les deux, nous aurons finalement moins 1 divisé par x facteur de x moins 1. OK? Donc, finalement, l'expression trouvée pour cette fonction, pour la dérivée de cette fonction, nous avons, on va dire, d'où f dérivée de x, lui il est égal à moins 1 divisé par x facteur de x moins 1. Ça, c'est l'expression de sa dérivée. Et après la dérivée première de cette fonction comportant ln, nous allons déterminer le signe de sa dérivée pour en déduire son sens de variation. Ici, maintenant, nous allons déterminer l'extrémum relatif et sens de variation de la fonction f. Ici, nous allons dire quel que soit x appartenant au domaine de définition de cette fonction, moins 1 qui se trouve au numérateur est différent de 0. Puisque pour qu'une fraction soit égale à 0, il faudrait que la valeur qui se trouve sur son dénominateur soit égale à 0. Mais là, nous avons moins 1 qui est différent de 0. OK? On va dire moins 1 différent de 0. Ou bien on va dire quel que soit x appartenant à df, f dérivé de x est différent de 0. Pour quelle raison? Car moins 1, lui, il est différent de 0. Parce que moins 1 ne peut pas être égal à 0. Moins 1, c'est aussi une valeur inférieure à 0. OK? Donc, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de valeur de x pour laquelle cette fonction dérivée première peut être égale à 0. Donc, cela veut dire que cette fonction n'admet pas d'extrémum relatif. OK? Mais quand même, nous allons en déduire le signe de cette fonction dérivée. Regardez. On va dire le signe de f. On va dire d'abord pas d'extrémum. Pas d'extrémum. Pas d'extrémum. Alors, nous allons déterminer le signe de f dérivé de x. Maintenant, puisque de cette fonction, nous avons moins 1. Au dénominateur, nous avons x facteur de x moins 1. Maintenant, le signe découle du quotient. Moins 1 déjà est inférieur à 0. Est-ce que la valeur qui se trouve au dénominateur x facteur de x moins 1, lui, il est inférieur à 0 ou bien il est supérieur à 0? Nous allons pouvoir étudier son signe. Et pour étudier le signe d'un polynôme, il faut pouvoir trouver les racines éventuelles. Ici, on pose d'abord x facteur de x moins 1 égale à 0. Cela va sans dire que x égale à 0 ou x égale à 1. OK? Donc, nous avons là x. Ici, nous avons x facteur de x moins 1. Ici, nous sommes sur l'intervalle de moins infini. La valeur qui est en œuvre, au dénominateur, nous avons notamment 0, 1 et plus infini. Voilà les deux valeurs qui annulent le dénominateur. Pour étudier le signe d'un polynôme de second degré, on s'intéresse à la valeur de delta. Si delta est supérieur à 0, ça veut dire que ce polynôme de second degré est du signe de A. Pas de racine, ce polynôme du second degré n'admet pas de racine. Maintenant, si delta du polynôme du second degré est égal à 0, ça veut dire que ce polynôme du second degré admet une racine double. Nous avons notamment x1 égale à x2 égale à moins b divisé par 2a. Si delta est supérieur à 0, ça veut dire que le polynôme du second degré admet deux racines distinctes. Et notamment, nous avons x1 égale à moins b moins racine de delta divisé par 2a et x2 égale à moins b plus racine de delta divisé par 2a. Mais puisque nous sommes avec la forme factorisée, okay, on pourrait développer ça. X facteur de x moins 1 égale à qui? X au carré moins x. Ça, c'est un polynôme de second degré. Nous avons deux racines éventuelles pour ce polynôme. Okay? Mais à l'intérieur des racines, nous allons placer le signe contraire de A. Et en 12e année, nous avons dit un polynôme de second degré est du signe de A, sauf à l'intérieur des racines.
En dehors des racines, nous sommes avec le signe contraire de A. Si delta est inférieur à 0, le polynôme du signe, le signe de ce polynôme découle de celui de A. Donc à l'intérieur des racines, on place A ici, c'est plus 1. Son signe contraire, c'est moins. Nous avons ici plus. OK? Maintenant, nous allons déterminer le signe de f dérivé. D'abord, au numérateur, nous avons moins 1. Quand nous avons dérivé la fonction, nous avons moins 1 divisé par facteur x moins 1. OK? Nous avons, si x appartient à l'intervalle de moins infini à 0, OK? Nous avons x ou union de 1 à plus infini. Nous avons cette quantité est supérieure à 0. Maintenant ici, au numérateur, nous avons moins 1. Une valeur négative divisée par une valeur positive, ça va nous donner une valeur négative. Donc, par conséquent, on va dire, on a f dérivé de x, c'est comment? Est inférieur à 0. On a f dérivé de x est inférieur à 0. Sur les deux intervalles, cette quantité est supérieure à 0. Mais vu que moins 1, lui, c'est une valeur inférieure à 0. Moins 1 divisé par une valeur qui est supérieure à 0, ça nous donne une valeur inférieure à 0. C'est pourquoi f dérivée ici est inférieure à 0. Si la dérivée première d'une fonction est inférieure à 0, ça veut dire que la fonction principale elle-même, elle est comme strictement décroissante. On va dire, alors, f est strictement décroissante. Maintenant, si x appartient à l'intervalle de 0 à 1, cette quantité est inférieure à 0. Et au numérateur, nous avons moins 1. Moins 1 divisé par une valeur inférieure à 0, ça va donner une valeur supérieure à 0. Cela va sans dire que cette fonction dérivée est supérieure à 0. Parce que nous avons moins 1 par moins. Ça va nous donner une valeur supérieure à 0. Donc ici, la fonction f est strictement croissante. Est strictement croissante sur l'intervalle de 0 à 1. De là, après le sens de variation de cette fonction, nous allons résumer ces différentes étapes dans un tableau qu'on appelle tableau de variation. Et nous allons dresser son tableau de variation, connaissant déjà son ensemble de définitions. Parce que dans le tableau de variation, nous avons l'ensemble de définitions dans la première ligne, et nous avons le signe de la dérivée dans la seconde ligne. Après, nous avons le sens de variation de la fonction principale. Ici, on dresse son tableau de variation. On va dresser le tableau de variation de cette fonction. On va dire tableau de variation de f. Nous avons x sur la première ligne. Sur la deuxième ligne, nous avons f dérivé. Après, nous avons f de x. Et la fonction était définie sur l'intervalle de moins infini à 0, de 0 à 1, jusqu'à plus infini. La fonction était non définie en 0. Donc, on double la barre. Parce qu'on prend tous les réels sauf 0 et 1. La fonction est non définie en 0. Ça veut dire que la fonction n'est pas continue en 0. Et la fonction est non plus continue en 1. OK? Nous avons dit sur l'intervalle de moins infini à 0, union de 1 à plus infini, f dérivée du signe moins. Sur l'intervalle de moins infini à 0, union de 1 à plus infini, f dérivée du signe moins. Sur l'intervalle de 0 à 1, f dérivée du signe plus. Et là, ça veut dire que la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle là, de moins infini à 0.
croissante sur l'intervalle là, de 0 à 1, décroissante sur l'intervalle de 1 à plus infini. Puisque par endroit, nous avons déterminé les limites aux bornes de cette fonction. Okay? La limite de f de x lorsque x tend vers plus ou moins infini. Finalement, nous avons trouvé moins infini. Donc, ici, on trouve, lorsque x tend vers plus ou moins infini, nous avons trouvé moins infini. Okay? C'est-à-dire le signe de cette fonction dérivée. La fonction était décroissante sur l'intervalle là. Ah non. La limite de f de x lorsque x tend vers 1, c'était 0. Lorsque x tend vers 1, on a trouvé 0. Donc ici, nous avons 0. Ici, nous avons 0. Et la limite de cette fonction, lorsque x tendait vers 0, à gauche ou à droite, on trouve moins infini. Nous avons moins infini. Et la limite de cette fonction à non, nous avons trouvé plus infini. À gauche, en non, on a plus infini. À droite, en non, nous avons plus infini. Voilà le tableau de variation de cette fonction. Après les variations de cette fonction, nous allons tracer sa courbe représentative. On trace sa courbe représentative. On va dire construction de C. Dans un premier temps, on va déterminer l'intersection de C avec l'axe des abscisses. Avec l'axe des abscisses, on pose f de x égale à 0. Ça veut dire que nous avons ln, valeur absolue de x divisé par x moins 1 égale à 0. Puisque nous sommes avec une équation comportant ln, on calcule expo membre à membre. Donc nous avons ici expo de ln de x divisé par x moins 1 égale à quoi? Expo de 0. On simplifie les deux. Ça veut dire que la valeur absolue de x divisé par x moins 1 égale à 1. OK? NB. Ici, nous avons la valeur absolue de x égale à a. Cela va sans dire que x peut être égal à plus ou moins a. Donc ici, nous aurons x divisé par x moins 1 égale à plus ou moins 1. Nous avons deux éventualités possibles. OK? La première éventualité, on peut prendre x divisé par x moins 1 égale à plus 1. Donc x moins 1 multiplié par plus 1, là, ça serait égal à x serait égal à x moins 1. Donc avec ça, on ne peut pas déterminer la valeur de x. Ou, ici, nous avons x égale à x moins 1 multiplié par moins 1. Donc là, moins 1 multiplié par x, nous aurons moins x. Moins 1 multiplié par 1, nous aurons plus 1. Donc finalement, quand on regroupe les termes semblables, nous aurons ici 2x égale à 1. Cela va sans dire que x égale à 1 demi. Donc, on peut dire, à ce niveau, nous avons un point A qui a pour coordonnées x égale à 1 demi et y, lui, serait égal à 0. On détermine l'intersection de C avec l'axe des ordonnées. Et là, la condition qu'il faut, on pose x égale à 0. Et selon son ensemble de définitions, nous avons dit df, quelque part, nous avons r privé de 0 et de 1. Donc, x doit être différent de 0. OK? On va dire pas de point d'intersection avec OJ, car x est différent de 0 et x est différent de 1. Après les points d'intersection de C avec les axes, nous allons déterminer les branches infinies. Les branches infinies. Dans l'étude d'une fonction, nous avons dit une branche infinie
c'est une droite ou une courbe qui détermine la direction privilégiée de la courbe représentative d'une fonction à l'infini. Donc, comment la courbe se comporte à l'infini? Quelle serait l'allure de la courbe représentative de la fonction principale à l'infini? Donc, nous allons déterminer ces différentes asymptotes ou ces différentes branches infinies. Regardez, quelque part, on avait dit, nous avons dit la limite de f de x, lorsque x tend vers moins infini, et lorsque x tend vers 0, la limite de cette fonction serait toujours égale à 0. Lorsque x tend vers plus ou moins infini égale à 0. Cela va sans dire que la droite d'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale. Sur les différentes branches infinies, les branches infinies représentent l'interprétation graphique des limites au bord d'une fonction à l'infini. Regardez, la limite de cette fonction, lorsque x tend vers plus ou moins infini, nous donne 0. Si la limite d'une fonction à l'infini nous donne une valeur finie, nous avons l'existence d'une asymptote horizontale. Et la limite de cette fonction, lorsque x tend vers 0, la limite de cette fonction, nous avons moins infini. On va dire, alors, la droite d'équation x égale à 0 représente l'asymptote verticale. Et quelque part, nous avons dit la limite de cette fonction, lorsque x tend vers 1, à gauche ou à droite, la limite de cette fonction, lorsque x tend vers 1, nous avons plus infini. Ok? Ça veut dire que la droite d'équation x égale à 1 est aussi une asymptote verticale. Voilà les différentes branches infinies. Sur les branches infinies, qu'est-ce qu'il faut retenir? Si la limite d'une fonction d'une valeur finie est infinie, okay, nous avons l'existence d'une asymptote verticale. Maintenant, si la limite d'une fonction à l'infini est une valeur finie, nous avons l'existence d'une asymptote horizontale. Maintenant, si la limite d'une fonction à l'infini est égale à infini, on cherche la valeur de a. Si par endroit on trouve que a égale à 0, ça veut dire que la courbe représentative de cette fonction admet une branche parabolique de direction, celle de OI. Maintenant, si la limite de cette fonction, si a égale à infini par exemple, nous allons dire que cette courbe représentative admet une branche parabolique de direction, celle de OJ. Maintenant, si a est un réel non nul, on cherche la valeur de b. B qui est aussi égal à la limite de f de x moins a x lorsque x tend vers infini. Mais a, lui, il est égal à la limite de f de x sur x lorsque x tend vers infini. Voilà des différentes remarques à retenir sur les branches infinies. On fait la représentation graphique de cette fonction. La représentation graphique. On trace d'abord les deux axes. Nous sommes dans le repère OIJ. D'abord, ici, I. Bien, pour faire la représentation graphique d'une fonction, nous allons commencer par ces différentes branches infinies. Il y a eu deux asymptotes verticales. La première asymptote verticale a pour équation x égale à 0. Okay? L'axe des ordonnées a pour équation x égale à 0. Ça veut dire que l'axe des ordonnées représente une asymptote verticale. On double la flèche. Ça veut dire que x égale à 0 est une asymptote verticale. Et ensuite, la deuxième asymptote verticale a pour équation x égale à 1. Ça passe par ce point-là. Cette droite a pour équation, x égale à 1. Ça, c'est une asymptote verticale. Et la deuxième asymptote, il y a une asymptote horizontale, deux asymptotes verticales et une asymptote horizontale.
Et l'asymptote horizontale a pour équation y égale à 0. Ça veut dire que cette asymptote horizontale est confondue à l'axe des abscisses. L'équation de l'axe des abscisses, nous avons y égale à 0. L'équation de l'axe des ordonnées, nous avons x égale à 0. Donc ici, l'axe des abscisses est une asymptote horizontale. Ici. L'axe des abscisses, on double la flèche. Ça, c'est une asymptote horizontale. Regardez. 6 tend vers moins infini. Ça veut dire que la courbe représentative de cette fonction longe l'asymptote horizontale. La droite qui a pour équation x égale à 0. Cette droite qui a pour équation y égale à 0 est une asymptote horizontale. Ça veut dire que la courbe représentative de la fonction f longe l'asymptote horizontale qui a pour équation y égale à 0 au voisinage de moins infini et au voisinage de plus infini. Donc ça longe l'asymptote horizontale. Ça, c'est l'asymptote horizontale. Dans un premier temps, et un peu plus loin, plus on avance, quand x serait à proximité de 0, ça veut dire que la courbe représentative de cette fonction principale va longer l'asymptote verticale qui a pour équation x égale à 0. Ça longe d'abord l'asymptote horizontale, on trace. Après, ça va longer l'asymptote verticale qui a pour équation x égale à 0. Ça, c'est la représentation graphique. Plus on avance, on se rapproche. Bien. Ça, c'est la courbe à moins infini. Maintenant, à droite de 0, la courbe longe l'asymptote verticale. OK? Quelque part, nous avons eu un point d'intersection. Le seul point d'intersection que la courbe avait ici, c'était le point A. Le point A a pour coordonnées x égale à 1,5. C'est là. Et voilà. X égale à 1,5. C'est là. Et ensuite, y égale à 0. C'est là où nous avons le point A. Donc, ici, la courbe longe dans un premier temps l'asymptote verticale. Décolle pour venir longer la deuxième asymptote verticale qui a pour équation x égale à 1. Donc, ici, on trace. OK. Voilà. Et ensuite, à droite de 1, la courbe longe l'asymptote verticale qui a pour équation x égale à 1. Décroît pour venir longer finalement la deuxième asymptote, l'asymptote horizontale qui a pour équation x égale à 0. Ça longe l'asymptote verticale x égale à 1. Nous avons cette expression. Donc la courbe longe l'asymptote verticale qui a pour équation x égale à 1. Et finalement, ça va longer l'asymptote horizontale qui a pour équation y égale à 0. Voilà la courbe représentative de cette fonction. Ça, c'est la courbe représentative. Donc, ça, c'est l'étude d'une fonction comportant ln. Une fonction comportant ln contenant de la valeur absolue. Il faut se débarrasser, il faut d'abord déterminer son ensemble de définitions. Le plan synoptique pour étudier une fonction, nous avons d'abord, première étape, on détermine son ensemble de définitions. Ensuite, on détermine ses limites aux bornes, on dérive la fonction, on détermine le signe de la dérivée, on détermine le sens de variation de cette fonction pour en déduire le tableau de variation. Voilà quelques parties qu'on puisse vous donner au bac. Merci beaucoup.